Bonjour, c'est Caroline Le Gleut à la librairie Le Fayère à Rennes. Groupe anglais mythique des années 90, Oasis a suscité autant d'éloges que de critiques. Benjamin Durand est documentaliste d'archives audiovisuelles et historien. Nico Pratt est journaliste culturel, il écrit sur le cinéma et sur la musique. Entrelaçant l'histoire du groupe et celle de la politique anglaise, Oasis ou la revanche des ploucs revient sur un moment où les espoirs d'un pays se sont cristallisés autour de la musique. Les auteurs reviennent également sur Play Society, la maison d'édition collaborative et collective qui les publie. Aujourd'hui, Ce qui se lit avec Benjamin Durand et Nico Pratt. Bonjour et bienvenue dans Ce qui se lit, le podcast de la librairie Le Fayère à Rennes réalisé par Arnaud Vasmer. Aujourd'hui, deux auteurs pour raconter deux frères, deux auteurs pour raconter les aventures et les mésaventures musicales de ces deux frères qui ont incarné le renouveau de la musique anglaise sous le nom d'Oasis. C'est eux que vous racontez, Benjamin Durand et Nico Pratt. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Benjamin Durand, vous travaillez, Benjamin Durand et Nico Pratt, d'ailleurs vous travaillez tous les deux dans différents médias. Benjamin Durand, vous êtes également documentaliste et ensemble vous avez écrit Oasis ou la revanche des ploucs aux éditions Playlist Society. Vous y racontez donc les frères Gallagher qui avec leur groupe Oasis ont cherché à inventer un rock anglais ancré dans la classe populaire d'où ils viennent. Les ploucs, c'est eux, par opposition à des groupes venus de la classe moyenne comme U2 ou plus encore Blur, parce que la presse a joué de cette rivalité-là. Et ils ont œuvré à produire une musique qui puisse unifier et fédérer le peuple, avec le paradoxe qu'ils ont peut-être réussi à unifier et fédérer le peuple, mais pas leur famille, pas leur fratrie. Ce qui s'est passé d'ailleurs sur leur dernier concert, avant leur dernier concert en France à Rock en Seine, où ils se sont déchirés et n'ont pas pu jouer à 3 dates de la fin de leur tournée. Ce livre, Benjamin Durand, parce que c'est vous qui avez le micro, je vais commencer avec vous. Comment il est né ? Il est né, du coup c'est plutôt Nico qui devrait en parler parce que c'est plutôt c'est Nico qui avait l'opportunité de proposer un projet à Benjamin Fogel, notre éditeur, et donc en fait on aime beaucoup Oasis tous les deux depuis longtemps, et on travaillait dans un premier temps il y a une dizaine d'années dans un magazine qui était très rock indé. Et nous, on était un petit peu, on jouait notre plaisir pas si coupable que ça pour tout le rock de stade, les choses un petit peu un peu plus racoleuses que les choses effectivement vraiment très très bien, qui sont très dans la rupture. 3 personnes. Voilà, avec des gens qui se lavent pas forcément tous les jours de la semaine. Enfin bon bref, des choses assez horribles. Et donc voilà, Nico et moi on avait gardé ça, et il y a eu une période où je suis parti à Manchester ville d'Oasis. Voilà, et en fait Nico est venu me rendre visite à l'occasion d'un week-end, et c'est un petit peu ça qui est raconté au début du livre, quand on a fait ce parcours initiatique dans une petite voiture avec le batteur d'Inspiral Carpets, Craig Gill, qui nous a un petit peu amené sur tous les différents lieux de pèlerinage sur Oasis à Manchester. Et donc voilà, tout ça mis ensemble, quand il y a eu une espèce de petite ouverture pour pouvoir peut-être faire réaliser notre petit kiff de fans, on l'a fait, mais on a eu envie de le faire très sérieusement, avec du cœur, et pour peut-être essayer de parler de versants un petit peu moins entendus sur l'histoire des frères Gallagher. Et puis avec le paradoxe que vous racontez un groupe contemporain, mais que vous pouvez, Nico Pratt, avec ce livre, raconter une histoire totale, c'est-à-dire du début jusqu'à la fin, même si vous terminez le livre en rappelant les appels du pied de Liam Gallagher pour refonder Oasis. On verra peut-être tout à l'heure ce qu'il en est de cela, mais vous avez pu raconter l'histoire en entier. Ce qui est intéressant avec Oasis, tant d'un point de vue musical que d'un point de vue familial, et vous le disiez très bien en introduction, c'est que ce groupe est un paradoxe à tous les niveaux, et l'un des paradoxes qui nous intéressait le plus, c'était de se dire que finalement leurs tubes sont parmi les plus connus au monde, tout le monde connaît les frères Gallagher et tout le monde pense connaître leur histoire, et pourtant personne ne se rend forcément réellement compte
de ce que l'histoire du groupe signifie, de ce que l'histoire du groupe raconte, et justement de cette grande histoire, c'est-à-dire que c'est une histoire musicale, c'est une histoire familiale, mais c'est également une histoire sociale, c'est également une histoire politique. Elle commence dans les années 60, elle n'a pas commencé avec les premières engueulades des frères Gallagher, l'histoire trouve ses racines bien plus profondément, et voilà, c'est ça qui nous intéressait beaucoup plus que les clashs, beaucoup plus que les petites phrases, et même au-delà des tubes, c'est cette histoire qu'on avait envie de raconter. Que l'on va raconter ensemble, Benjamin Durand et Nico Pratt. Mais d'abord, peut-être revenons sur l'origine d'Oasis, parce que là aussi, c'est une histoire assez particulière. C'est-à-dire que c'est le cadet, alors ils sont trois dans la fratrie, on va pas parler de Paul l'aîné, mais Noël le second et Liam le troisième. C'est Liam qui intègre un groupe qui deviendra par la suite Oasis, en remplaçant le chanteur qui était précédemment ici, et Noël, le deuxième de la famille, alors qui lui est peut-être le plus terre-à-terre, ou en tout cas le plus réaliste, puisque c'est lui qui signe le premier contrat, c'est lui qui a en charge cette dimension-là, et qui va rejoindre le groupe de son petit frère, c'est-à-dire Benjamin Durand. On est déjà dans une histoire un peu particulière par rapport aux autres groupes. C'est pas un groupe de lycée, c'est pas un groupe qui s'est rencontré dans les études. Alors finalement, qu'est-ce qui les a attirés tous les deux dans ce groupe-là ? Le fait que à l'époque, en Angleterre, faire un groupe de rock était encore un moyen pour s'extirper de sa condition sociale, pour voir autre chose qu'un boulot assez monotone toute la journée, et voilà, une vie de famille sans doute pas très reluisante. Enfin, voilà, être footballeur ou jouer dans un groupe de rock, c'était les deux échappatoires à cette vie-là. Donc effectivement, on a du mal à se rendre compte aujourd'hui, parce que le rock, ça s'est beaucoup plus généralisé autour d'une musique, effectivement, un peu plus d'étudiants, un peu plus. Et d'ailleurs, ça se voit beaucoup à Manchester. Manchester, qui à l'époque était encore quand même une ville dans son, j'ai envie de dire, dans son jus ouvrier, mais qui commençait à devenir un gros pôle universitaire dans le nord de l'Angleterre, etc. Et c'est vrai que depuis, beaucoup des groupes qui sont de la scène de Manchester, etc., sont des groupes qui sont plutôt nés à l'université. Et voilà, c'est un peu la fin d'une tradition, hein, Oasis aussi. Hein. Ouais, donc on est au tout début, fin des années 80, début des années 90. Et ma question, elle visait aussi à se demander, mais comment est-ce qu'ils rejoignent, ou plus exactement, pourquoi est-ce que Noël décide d'aller rejoindre son frère Liam, qui a déjà trouvé sa place de chanteur. Bien sûr. Alors, vous le précisez dans le livre, vous le soulignez à plusieurs reprises, ils ont une petite différence d'âge, ce qui fait que Liam n'a eu qu'un seul métier dans sa vie, celui de rockstar, ce qui n'est pas le cas de Noël. Noël connaît ce que vous avez dit, Benjamin Durand, c'est-à-dire cette vie ouvrière qui a aussi été celle de son père, même s'ils sont en rupture avec leur père, il connaît cette histoire-là, donc il sait ce qu'il a quitté. Exactement. Noel Gallagher, c'est un personnage assez intéressant, parce que c'est vraiment un grand solitaire, justement, qui a appris à jouer de la guitare tout seul. Avant de rejoindre Oasis, il n'avait jamais fait partie d'aucun groupe. Alors, il avait une expérience dans le milieu de la musique en étant le road manager. Donc, en gros, il montait d'ailleurs apparemment assez mal les batteries pour ce groupe, les Inspiral Carpets, mais ça lui donnait l'occasion d'être en coulisses, de voir comment tout ça se passait. Mais il n'était pas musicien professionnel, et en fait personne ne savait vraiment qu'il écrivait des chansons, quel était son niveau de guitariste. Personne ne le savait. Donc pour lui, en fait, il préparait son coup, il ruminait sa grandeur, il avait ça tout enfoui en lui, et tout d'un coup, il a eu une révélation en voyant l'aura de son frère, parce que c'est assez touchant par rapport à la rivalité qu'il y a entre eux. C'est que mine de rien, il a une énorme admiration pour son frère, et il n'oublie jamais de reconnaître ça à son frère. Et il a vu dans son frère et dans ce groupe le véhicule pour aller propulser ses talents de songwriter. Nico Pratt, justement, sur ce que venait de dire Benjamin Durand, sur le fait que Noel Gallagher avait une grande estime pour son petit frère Liam. C'est aussi que vous racontez, c'est que Liam, c'est la voix, c'est le visage, et c'est le charisme du groupe, là où Noel est celui qui va composer, qui va imposer de composer et d'être à la guitare, mais avec la question de ce qui vient chercher lui qui maîtrise le réel, là où Liam se joue d'un personnage. Et on pourrait se poser la question rapidement, Oasis, c'est le groupe simplement des Gallagher, mais Oasis, est-ce que ce n'est pas le groupe du visage de Liam Gallagher ? Alors, il y a une chose qui est assez évidente pour tout le monde, y compris pour Noël et Liam Gallagher, c'est que ils sont meilleurs ensemble.
Ils sont meilleurs à deux. Les plus grandes chansons de Noel Gallagher, il les a composées au début d'Oasis. Les plus grandes chansons de Liam Gallagher, il les a chantées et c'était celles de son frère. Et ça, tous les deux, ils en ont tout à fait conscience. Et finalement, ça rejoint, on a employé le terme de paradoxe en fait dès le début. Et là encore, il y a une forme de paradoxe puisque tous deux ont des certaines velléités de prendre la lumière, surtout Liam Gallagher qui n'existe encore une fois que en tant que rockstar et qui est un frontman extrêmement charismatique, qui est quand même déjà très très beau et qui en plus a une voix, une hargne sur scène. Il y a quelque chose d'assez magnétique. Ce que Noel Gallagher n'a absolument pas. Cependant, Noel Gallagher, lui, ce qu'il a, c'est les compositions, toutes les mélodies, les grandes mélodies, elles viennent de lui. C'est pas un grand guitariste, Noel Gallagher, c'est un grand compositeur et c'est pas un grand chanteur non plus. Il s'est amélioré par la suite, mais il le reconnaît. Il a chanté, il a imposé de chanter Exactement. quelques chansons d'Oasis et puis après la rupture, il s'est lancé. Exactement. Dès le premier album, il chantait quelques faces B. Le premier album est le seul album d'Oasis où toutes les chansons sont chantées par Liam. Mais donc, il a toujours eu des velléités de chanter et au fur et à mesure des albums, d'ailleurs, il va chanter de plus en plus. De la même façon que Liam a des velléités de composition et que au fur et à mesure des albums, il va de plus en plus composer. Et je pense pas que ce soit un hasard que de dire qu'au fur et à mesure des albums, les albums sont de moins en moins bons et en tout cas trouvent de moins en moins leur place dans la grande histoire. Je pense que c'est pas un hasard. Ah ouais, on y viendra tout à l'heure. Si j'ai bien lu votre livre, il y a 3 bons albums et après ça se gâte. Oui, alors je me permets d'entrée de jeu de mettre quand même. Benjamin et moi, on est des très 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 grands fans d'Oasis et sur chaque album, il y a de très belles choses, il y a de très mauvaises choses, mais on connaît tous les albums d'Oasis par cœur. En revanche, on voulait surtout pas écrire un livre de fans, on voulait écrire un essai documenté, et le fait est que cette grande histoire qu'on voulait raconter dans notre livre, le fait est qu'après le 3e album, dans cette histoire-là, après le 3e album, c'est juste un long épilogue. Ça ne nous empêche pas d'aimer certains titres et d'aimer certains singles. Eh oui, Benjamin Durand, parce qu'une fois qu'on est au sommet, c'est compliqué d'y rester. Oui, tout à fait. Non, mais puis ce que je voulais dire aussi, c'est surtout que pour les 3 premiers albums, le côté unir l'Angleterre, etc. Voilà, ce sentiment-là, cette domination-là, cette adéquation avec la société anglaise se situe à ce niveau-là. Après, c'est une autre carrière d'un autre groupe, une carrière beaucoup plus classique, beaucoup plus professionnelle. Nico Pratt. Oui, pour le dire un petit peu simplement, on va dire que pour ce qui est d'unir l'Angleterre, avec le premier album ils essaient, avec le deuxième ils réussissent et avec le 3e ils échouent. Et il n'y a pas eu de retour en grâce. Et surtout de toute façon, après c'est les années 2000, l'histoire a changé, le rock a changé, l'Angleterre a changé, les frères Gallagher ont changé. C'est encore une autre histoire. Peut-être très intéressante, mais c'est pas celle-ci qu'on voulait raconter. Alors pour ma question suivante, Benjamin Durand, je me dois de dire aux auditeurs, parce qu'ils l'ont entendu, que le fond sonore vient de changer. Il faut aussi que j'explique pourquoi. Nous étions au jardin du Luxembourg et nous y avons été chassés puisque visiblement, dans cet endroit, nous n'avons pas le droit de faire des interviews, même audio, au nom d'une certaine neutralité. Ceci est dit pour que les auditeurs comprennent pourquoi nous avons des voitures derrière nous. Donc Benjamin Durand, nous parlons du groupe Oasis et ce qui est important et intéressant, c'est de voir dans quel contexte les frères Gallagher font ce groupe ou rénovent ce groupe fin des années 80, début des années 90. Parce que la musique pop, la musique rock, elle a été extrêmement riche en Angleterre. Pour cela, il suffit simplement de se repasser la bande-son de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Londres en 2012 pour voir que c'est juste absolument éblouissant. Sauf que eux, quand ils arrivent, eh bien, c'est plus le cœur, l'Angleterre, ce sont les États-Unis avec le grunge, avec évidemment le succès de Nirvana. Donc, Benjamin Durand, quand les frères Gallagher font Oasis, quel est l'état de la scène rock-pop anglaise ? Il y a en fait une grande séparation entre le rock mainstream, dont quelques actes issus des années 80 ont intégré, je pense à des groupes comme Cure, comme Depeche Mode, etc. Mais on est encore vraiment dans une énorme domination des grosses stars de la scène anglaise, comme Dire Straits, par exemple, ou Phil Collins aussi, évidemment, qui sont un petit peu des espèces de totems de mauvais goût. Ils sont bien brocardés dans le livre, voilà. Dans la bouche des frères Gallagher. Évidemment.
Et à côté de ça, il y a une scène indépendante qui a été extrêmement importante dans toutes les années 80 et qui réussit un petit peu à atteindre un niveau un peu plus mainstream, surtout que des gros labels commencent à s'intéresser à ces musiciens. Il y a le label Creation donc, qui signe Oasis en 1993. Exactement à la même époque, Sony en rachète la moitié des parts. Donc, même s'ils gardent une éthique très indépendante, ils vont être indépendants, mais avec en fait des plus gros moyens. Et du côté de Blur, vu qu'on finira de toute façon aussi par parler de Blur, mais Blur c'est un peu la même chose qui s'est passé. Ils étaient sur un label qui s'appelait Food Records, qui a été racheté par EMI. Alors là, complètement. Donc, on est dans cette transition là en fait. Les gros labels essayent de tenter un coup en se disant que ce qui a été signé sur les labels indépendants peuvent séduire le grand public, et le premier groupe qui va montrer que ça peut-être marcher, c'est Suède, qui ensuite va être dépassé par Oasis et Blur. Et alors leur volonté c'est de faire une musique anglaise. C'est là-dessus aussi que Nico Pratt et Benjamin Durand vous insistez, que vous nous racontez dans votre livre, c'est de faire quelque chose qui sonne anglais. Ça veut dire quoi, quelque chose qui sonne anglais, dans une époque où il y a un mouvement qui s'appelle la Britpop, alors qui est un mouvement court, 94-97, mais qui témoigne aussi de cela. Quelque chose qui sonne anglais, c'est pas forcément quelque chose de réfléchi. C'est-à-dire que même si Noel Gallagher est le chef d'orchestre de la carrière du groupe, que c'est en effet lui qui va signer le contrat, et que c'est lui qui va mener la carrière, ou en tout cas développer le groupe comme il l'entend et seul aux commandes, finalement, sonner anglais, c'est presque dans leur gène, puisque leurs paroles, les paroles d'Oasis en tout cas, sont presque totalement, et là je parle un petit peu sous le contrôle de Benjamin aussi, mais totalement avare en pronoms, avare en prénom, pardon, avare en lieu. Voilà, il y a éventuellement un disquaire local qui est cité ici, ou des prénoms de femmes parfois, mais qui sont des femmes qui n'existent pas forcément. Donc finalement, ils vont pas nécessairement chanter des rues, chanter des villes, chanter le mot Manchester, je crois, n'apparaît même dans aucune de leurs chansons. Donc en fait, ce qui est profondément anglais, et c'est ce qu'on essaye de modestement raconter dans le livre, c'est leur carrière qui l'est. C'est moins leur texte que ce que leur musique représente en fait. Leur musique représente un espoir. Leur musique chante cet espoir. L'un de leurs premiers singles et l'une de leurs meilleures chansons s'appelle tout simplement Live Forever, ce qui est aussi une grosse différence avec Vivre pour toujours, ce qui est aussi une grosse différence avec Kurt Cobain qui lui chantait qui chantait je me déteste et j'ai envie de mourir. Donc voilà, en fait, leur musique est profondément anglaise, bien davantage dans son impact que dans ses textes. Et pourtant dans les textes, il y a, et vous le racontez aussi, il y a quand même un écho à ce que vit une partie de la population. Le fait, ce qu'on disait au début, la catégorie sociale, d'où ils viennent, et en plus ils n'ont jamais masqué, qu'ils ont surjoué leur accent de Manchester. Exactement. Mais en fait, cet impact que leurs chansons ont eu auprès des gens tient aussi en la capacité, en la qualité de compositeur de Noel Gallagher, qui compose des chansons qu'on a tous le sentiment de connaître, même si ce n'est pas le cas, et qui sont immédiatement identifiables et qu'on a immédiatement envie de chanter côte à côte dans un stade à côté de personnes qu'on ne connaît pas, mais vient aussi du fait que dans les chansons d'Oasis, les jeux deviennent des tu, qui deviennent des vous, qui deviennent des ils, et qui sont mélangeables à l'infini. C'est-à-dire que la force des chansons d'Oasis, et pourquoi elles parlent à autant de monde, c'est parce qu'on a tous l'impression qu'elles parlent de nous. Alors que finalement, dans leurs chansons, on ne met que ce qu'on a envie d'y mettre. C'est en ça aussi que repose la qualité des tubes des frères Gallagher. Benjamin, je ne sais pas si tu es d'accord avec ça. Benjamin Durand. Et ils sont allés au-delà de toute façon d'un socle de public indépendant tout simplement. Ils ont aussi et c'est aussi revenir un petit peu au contexte musical. Il ne faut pas oublier que c'était aussi le contexte des rave parties. C'était quelque chose qui avait explosé à la fin des années 80 et au début des années 90, etc. Et c'est un contexte, il faut s'en souvenir, où il y avait des rave parties sauvages qui étaient démantelés par la police quasiment tous les week-ends, et où voilà, il y avait une vraie, etc. Et donc c'était une culture jeune qui était basée sur l'individualité, et petit à petit
il y avait moins cette volonté à travers la culture d'être ensemble, même si on se réunit pour une rave party, mais les Anglais surtout vivaient ça comme une expérience très très personnelle, surtout que les drogues étaient évidemment dans le truc. Et quelque part, Oasis, tout ce mouvement-là a permis d'un petit peu évacuer ce truc-là et de se dire aux gens, il faut qu'on se réunisse aussi à nouveau, il faut qu'on fasse ça. Donc il y a cette idée-là quand même. Ce que vous nous racontez, Benjamin Durand, c'est l'histoire d'Oasis, mais c'est aussi l'histoire politique alors de l'Angleterre de cette époque-là, parce que c'est aussi très important dans votre livre et très important aussi dans l'histoire anglaise. C'est que quand ils émergent, c'est l'époque de John Major, Premier ministre, donc l'ère de Thatcher qui a poussé à la société d'individus est en train d'être soldée, et ils accompagnent le mouvement de gauche, alors gauche très centriste, mais de gauche de Tony Blair. Au moment où ça montait, on savait pas à quel point que ça serait centriste à ce point-là. C'est ça évidemment le coup de filou de Tony Blair. Mais non, ce qui est assez important, c'est que Margaret Thatcher a forgé sa popularité et son son Angleterre, et c'était très malin de sa part et très diabolique quelque part. Le parti conservateur était avant elle considéré comme un parti de l'élite en gros, qui était au pouvoir pour entretenir son statut, pour faire un espèce de statu quo là-dessus. Margaret Thatcher, elle, a considéré que elle voulait parler de l'individu et libérer les Anglais de beaucoup de carcans sociaux, etc. Et faire en sorte que les individus, même modestes, puissent avoir un avenir, etc. Et le seul problème, c'est que il y a toute une partie de l'Angleterre qui n'a pas bénéficié, qui n'est pas du tout rentrée dans le rêve de Margaret Thatcher, et notamment toute la classe ouvrière qui s'est trouvée dépourvue quand des industries ont fermé, qui elle n'arrivait pas à devenir majoritaire en votant, et qui était donc complètement oubliée. C'était là aussi l'Angleterre, une espèce de majorité silencieuse, mais qui était réduite à néant parce qu'il n'y avait pas d'autre alternative. Et tout d'un coup, parce que comme pour tout pouvoir, il finit par y avoir une usure du pouvoir, Oasis marque aussi ça. C'est vraiment le moment où l'usure du pouvoir est actée et où quelque chose va se lever, et eux, ils ont su être la bande-son de ce mouvement. Jusqu'où, Benjamin Durand, jusqu'où ils ont accompagné Tony Blair à l'accession au pouvoir? Parce que au tout début, quand on était encore dans le jardin du Luxembourg, je vous disais 3 albums, et puis après ça commençait à être compliqué, mais ces 3 albums, justement, c'est jusqu'en 97, c'est-à-dire que Tony Blair d'un côté, Oasis de l'autre, ils ont atteint les sommets en même temps. Exactement. Jusqu'où est-ce qu'ils ont participé de cette ascension? Jusqu'où est-ce qu'ils ont été politiques à leur manière? En tout cas, ils ont été reçus très rapidement dans la résidence du Premier ministre anglais à 10 Downing Street. Tout à fait. Et ben, ne serait-ce que par leur incarnation. Il fallait. J'ai eu l'occasion d'être en Angleterre, notamment à l'été 1996. C'est quelque chose j'en suis presque ému en y repensant, parce que c'est extrêmement fou d'imaginer à quel point un groupe et ce type de groupe-là pouvait être absolument partout, médiatiquement, dans la radio, etc., de cette Angleterre-là. Et en fait, les Anglais, ils ont vraiment un côté... Quand on parle avec les Anglais, ils vous demandent toujours de quel coin tu viens, et surtout quand ils sont très sensibles aux accents, parce que surtout dans le nord de l'Angleterre, dès qu'on fait 10 km, t'as un type d'accent différent. Et donc, tout ça, ça s'entend. Et du coup, il y a cette identité-là qui devenait omniprésente dans le truc des Anglais, et c'était cool d'être comme ça, alors qu'avant c'était mal vu d'être de jurer comme un charretier, d'être En plus, Liam Gallagher, le plus jeune, il jouait ce côté inculte avec un langage assez cru. Ouais, mais voilà, ils sont devenus des emblèmes, des porte-paroles, et des gens qui donnent de la fierté en fait à toute une partie et qui permettent de ne pas se résigner à une certaine normalité ennuyeuse, quoi. Tout d'un coup, un peu le danger était permis et était pas forcément dans la marginalité. Le danger devenait mainstream avec eux. Nico Pratt, vous avez parlé au tout début de cet entretien aussi du charisme de Liam Gallagher, et le fait que c'était vraiment quelqu'un sur scène qui était assez remarquable. La question est très simple après avoir lu votre livre Oasis ou la revanche des ploucs. C'est quoi un concert d'Oasis dans un stade où
Ils sont pas très bons, en fait, si j'ai bien lu. Alors, un concert d'Oasis dans un stade, c'est un concert dans lequel il ne se passe rien sur scène. Voilà. Strictement rien. Ce sont les premiers à le dire. C'est pas les Red Hot, ils sautent pas partout. Tout juste avons-nous de temps en temps un petit mouvement de pied de la part de Noel Gallagher. Éventuellement, Liam, là où il est le plus excité, c'est quand il arrive sur scène en bougeant les bras à la Ian Brown des Stone Roses. Mais après, il se fige derrière son micro dans sa posture immédiatement reconnaissable, les bras dans le dos et la gorge en avant. Mais en fait, c'est compliqué pour qui n'a pas assisté à un concert d'Oasis d'expliquer à quel point c'est incroyable un concert d'Oasis. Malgré tout. Ouais. Parce que eux ne bougent pas sur scène. Il y a très peu d'effets de lumière sur les écrans, très peu d'animation. Ce sont principalement tout simplement eux qui apparaissent. Mais pendant 1h30, c'est tube après tube après tube. On chante à gorge déployée à côté de personnes qu'on n'a jamais vues de notre vie avant et qu'on ne reverra sans doute jamais par la suite. C'est souvent blindé d'anglais, puisque les Anglais vivent ça de façon beaucoup plus forte que nous. Donc les concerts en France d'Oasis étaient souvent remplis d'anglais et parfois même, je me demande si c'était pas un ratio 40-60%. Donc surtout dans les petites salles, des débuts où vraiment les mecs étaient là pour soutenir. Ça rejoint encore une fois cette idée de la fierté des nôtres qui arrivent et qui voyagent. Mais voilà, c'est des concerts qui fonctionnent pas forcément en DVD. C'est des concerts qui sont pas forcément simples à raconter. C'est vraiment des concerts qu'il faut avoir vu. Et je sais que ça sonne très mal. Je sais que ça sonne comme si c'est un concert où il se passe rien sur scène et où faut y avoir été, c'est qu'il se passait pas grand chose. Et en effet, sur scène, il se passe pas grand chose. Mais je mets quiconque au défi dans la fosse d'un stade à 23h quand les premières notes de Don't Look Back in Anger résonnent. Désolé, mais c'est les frissons. Et c'était les frissons, j'imagine, en 95. C'était les frissons en 2000. C'était les frissons en 2001, la première fois que je les ai vus sur scène. Et c'était les frissons en 2009, la dernière fois que je les ai vus sur scène. Et c'est les frissons, toujours, dans des tournées solo de Noel Gallagher et de Liam Gallagher. Donc, c'est-à-dire, même une fois que leurs albums commençaient à devenir moins bons, ils se vendaient beaucoup moins, les stades continuaient à être pleins. Dès les années 2000, avec la sortie du quatrième album, qui est très clairement l'album de la dépression et l'album de la gueule de bois, Noel Gallagher a commencé à se poser davantage en vieux sage. C'est-à-dire que un an après, il y a des groupes comme les Strokes qui vont arriver, et dans la foulée des Strokes, Franz Ferdinand, The Vines, Arctic Monkeys, j'en passe, des meilleurs et des moins bons. Et Noel Gallagher, il va regarder ça un petit peu de haut et il va dans la presse donner son avis. Il va dire ça j'aime bien, ça j'aime pas, ça j'aime bien, ça j'aime pas. Il l'a toujours fait, donner son avis. Il a passé sa vie à faire ça. Mais en l'occurrence, d'un seul coup, sa grande carrière à lui étant derrière lui et Oasis étant toujours un groupe de stade, mais reposant davantage sa carrière sur les tubes, on va dire, du passé, pour le dire bêtement. Il y a encore eu des super singles, un single comme Layla sur l'avant-dernier album. Pareil, dans les stades, à Wembley, ça fonctionnait super, il n'y avait aucun problème. Mais voilà, il va devenir un petit peu plus sage. Je pense qu'il va prendre conscience que ces très très grandes années sont derrière lui. Mais avec un tel CV, les salles continuaient de se remplir, à part un moment au début des années 2000, mais les salles se remplissaient sans trop de mal. Il faut rappeler que Rock en scène, quand ils se sont séparés, ils étaient tête d'affiche. Ils avaient fait Bercy quelques mois plus tôt. Donc non. De toute façon, une fois que tu as composé Live Forever, Wonderwall et Don't Look Back in Anger, franchement, tu peux y ajouter The Master Plan, Acquiesce et Champagne Supernova, c'est que du bonus. Mais c'est bon, ta setlist, elle est faite pour les décennies à venir. Et d'ailleurs, les setlists des concerts solo de Noel Gallagher et de Liam Gallagher, il y a beaucoup de Oasis. De moins en moins chez Noel Gallagher et de plus en plus chez Liam. Oui, puis ça n'a pas forcément été dès le départ. C'était compliqué, exactement. L'héritage. Voilà. Mais BDI, qui est le groupe formé par Liam Gallagher, au début, juste après, au moment du premier album, ils avaient dit qu'ils joueraient que du BDI. Ça les a pas aidés à remplir les salles.
Effectivement. Benjamin Durand, je reprends un mot que Nico Pratt a utilisé pour décrire Noël Gallagher, qui est le mot de sage. Est-ce que c'est ça un peu le début de la fin entre les deux frères, entre l'un qui est le sage, ou en tout cas qui se présente comme le sage, Noël, et Liam qui va de plus en plus dans les excès, de plus en plus dans ce qu'il y est finalement la côté rockstar sans la musique? Oui, je pense, et puis je pense que sans doute Liam Gallagher a-t-il moins bien vécu que Noël Gallagher la fin de leur domination de l'actualité musicale. Sans doute, Noël Gallagher, ça a aussi correspondu au moment où il a arrêté de prendre des drogues dures, Noël Gallagher, et donc voilà, il a eu une prise de conscience que de toute façon il fallait qu'il fasse quelque chose pour sa santé, qu'il ne pouvait plus vivre comme ça, qu'il n'en pouvait plus d'avoir une vie agitée, etc. Liam Gallagher, pour lui, une fois de plus, c'est quelqu'un qui a besoin de lumière. Et évidemment, quand on n'est plus le centre de l'attention, le centre des conversations, etc., ça blesse un petit peu l'ego. Et lui, en plus, comme on l'a dit, vu qu'il est devenu rockstar très très jeune, il a beaucoup moins de bagages quelque part pour pouvoir supporter une baisse dans l'attention qui est portée sur lui. Ça vous a surpris ou pas le fait que à Rock en scène, il ne joue pas parce que c'est terminé entre eux, alors que vous le racontez dans le livre, les mois et les années précédentes, quand même, les tensions entre elles étaient bien présentes, et puis se gênaient pas de balancer l'un sur l'autre dans la presse. Non, pas du tout. Pas du tout. Ça a pas surpris quelque part. On était présents et on était malheureux de pas les voir, mais c'est là un moment historique. Oui, c'est ça, et puis ça leur ressemble tellement. En fait, c'est tellement normal que ce soit dans cette violence-là. Je passe la micro. Oui, alors déjà, en fait, finalement, encore une fois, dans le cadre d'une histoire qu'on veut raconter, quelle meilleure fin que celle-ci, c'est-à-dire de se bagarrer, de se bastonner à 10 minutes d'un concert qui devait être l'avant-dernier de la tournée en plus. Ils auraient pu finir la tournée et juste se séparer finalement dans l'indifférence. Ils partent en beauté, entre guillemets en beauté, mais donc déjà ça c'est finalement une belle fin. Je trouve, en tout cas, c'est une fin rock'n'roll. Sauf pour les spectateurs. Bien sûr, des deux derniers bien concerts. sûr, non, mais évidemment. Mais en tout cas, au moins, c'est une fin qui leur ressemble. Ensuite. Non, ce n'était pas une surprise, puisque déjà toute la tournée, il y avait des problèmes pendant les concerts, le son ne fonctionnait pas, parfois le son en façade s'éteignait, on savait qu'il y avait des tensions, on savait que les deux frères voyageaient plus ensemble, donc tout ça... Noël rejoignait le groupe uniquement pour les concerts. Exactement, tout ça on le savait. Mais ensuite, il ne faut pas oublier que Noël Gallagher, il avait déjà quitté le groupe en 1994, il avait également quitté le groupe en 2000, Oasis avait fait des concerts sans Noël Gallagher, ils en ont pas fait beaucoup, mais ils en ont fait quand même. Donc finalement, quand on connaît un petit peu l'histoire du groupe, des séparations, et en plus, à chaque fois Noël qui se barre, là pour le coup, c'était la 3e fois, mais c'était la bonne. La bonne définitive ou pas? Parce que je reviens à ce que j'ai dit à l'heure avec lequel vous terminez avec le livre. Liam qui commence à demander à Noël de revenir. Moi je pense deux choses. Je pense déjà que Noël Gallagher est sincère quand il dit qu'il n'a pas envie de reformer Oasis. Je pense qu'il est très content en faisant ses albums un peu bizarres, un petit peu moins pop, et je pense qu'il est très content de plus se soucier des fans d'Oasis. Et encore une fois, Liam Gallagher étant purement et simplement une rockstar, Liam a conscience qu'il ne sera jamais autant rockstar qu'au sein d'Oasis et qu'il ne jouera jamais dans des salles aussi grandes qu'en tant que chanteur d'Oasis. Cependant, je crois que Noël en effet n'a pas envie, et je suis sûr et certain que Liam en a très envie. Après, et j'ai beau être fan, je ne veux pas qu'il se reforme. Je pense que ce point final était un beau point final, bordélique, chaotique, rock'n'roll, mais il avait le mérite de ne pas être tiède. Et surtout, les exemples de reformation réussis et pas pathétiques, j'en ai pas énormément en tête. Benjamin en aura peut-être davantage, mais je pense que tu es d'accord avec moi, t'as pas spécialement envie qu'il se reforme, si? Benjamin Durand, votre conclusion, vous la partagez pleinement. Oui, je suis assez d'accord. Enfin, ça n'a pas trop d'intérêt, mais si ça devait arriver, ne serait-ce que pour un concert ou un truc de charité, etc., ça me toucherait beaucoup. Ça serait très émouvant, mais ça n'a effectivement pas grand intérêt, je pense. Voilà, donc vous pouvez retrouver donc l'histoire dans le livre que vous avez publié aux éditions Police et Society. Comment vous avez écrit ce livre? Parce que c'est un livre écrit à deux, mais donc pleinement écrit à deux.
Benjamin Durand? On s'est un petit peu, on avait déjà fait un plan. En plus, notre éditeur aime beaucoup ça, qu'on parte sur un plan, qu'on se mette d'accord sur un plan. Et puis, disons qu'après, on s'est un petit peu réparti les domaines qu'on avait un peu envie d'écrire. Et ensuite, on a beaucoup discuté, on a beaucoup posé des questions et on s'est beaucoup corrigé entre nous. C'est-à-dire que les quelques pages qui sont plus de l'ordre de l'histoire sociale, l'histoire politique, ça sent davantage. Ouais, c'est voilà. Nico Pratt, vous se dirigez, mais je l'ai senti aussi à la lecture. C'est davantage Benjamin Durand que Nico Pratt sur ces passages-là. Oui, effectivement. Nico Pratt. Après, il y avait, c'est là que le binôme fonctionnait mieux. C'est-à-dire que, en effet, Benjamin a une formation d'historien, donc toutes les parties politiques et même les parties footballistiques, moi j'y connais rien en football, c'était Benjamin qui les écrivait et moi je m'occupais bien davantage des textes, de la musique et de l'histoire du groupe. Ceci étant dit, et c'est là que ça fonctionnait plutôt pas mal, c'est que Benjamin ayant une formation d'historien, Benjamin voyait les liens, les multiples liens entre toutes les histoires. Et selon Benjamin, on ne pouvait pas parler de ça sans parler de ça, de ça, de ça, de ça, de ça, de ça. Moi, n'y connaissant rien, justement, j'intervenais un petit peu comme un garde-fou entre guillemets, c'est-à-dire que il y avait très souvent, et c'est là que c'est important de bosser avec un de ses meilleurs potes, et c'est là que c'est cool, c'est qu'on était quand même dans une toute petite pièce, face à face, chacun sur nos ordi, et parfois Benjamin écrivait des trucs, et je disais, je suis désolé, je comprends pas. Ne connaissant pas, j'étais vraiment à la place du lecteur et je lui disais je suis désolé, je comprends pas. Et Benjamin m'expliquait, l'explication durait 15 minutes, c'était vraiment mais pas du tout beaucoup plus clair. Et du coup, il y avait une vraie dynamique qui se mettait en place et qui était assez chouette. De la même façon que moi par moment, par exemple, je voyais pas forcément les connexions entre les personnages, je voyais pas forcément les connexions par exemple dans leur vie privée. C'est Benjamin à un moment qui a dit regarde, il y a un vrai parallèle à faire, c'est-à-dire que leur statut d'auteur correspond finalement presque également à leur vie maritale, c'est-à-dire que Noël Gallagher s'est posé à l'horizon des années 2000 tandis que Liam Gallagher ça continue d'être un sacré bordel. Donc voilà, donc Benjamin avait, on va dire, on connaissait tous les deux le plan d'ensemble, on apportait chacun des petites pierres à l'édifice, et puis dans cet édifice, certains murs étaient un petit peu branlants, on va dire, et dans ce cas-là, chacun allait consolider le mur de l'autre. Et puis, bien dit. Bien dit. Eux deux à ce moment-là. Avec la question aussi quand même pour le lecteur de vos notes en bas de page, parce qu'il y en a quand même un petit paquet dans le livre. Il y en a trop, si je peux me permettre, mais alors ça, c'est notre éditeur Benjamin Fogel, non mais qu'on adore, qui est un éditeur. Vraiment, j'en profite pour le dire. Playlist Society, c'est Benjamin. C'est également Élise, Lucien de Bexo aussi qui a fait la couve. Enfin bref, travail d'éditeur absolument admirable. Et ils adorent les notes de bas de page. Moi, j'avoue qu'en tant que lecteur, c'est pas ce que je préfère. En tant qu'auteur non plus, parce que c'est la tannée. Mais en effet, il y a pas mal de notes de bas de page. Ouais. Mais parce que là, il se pose la question de la lisibilité, de la compréhension du texte pour un lectorat qui est pas forcément aussi familier que vous de toute l'histoire que vous racontez. Parce que dès que vous citez un groupe, il faut dire en fait qui il est. Oui. Comment ça s'est décidé ça du coup, Benjamin Durand ? Oui, et puis en plus, on voulait mine de rien que ça soit fluide à la lecture. Les notes en bas de page, c'est important. Alors après, moi, j'ai aussi ma déformation de mes études d'histoire qui font que j'ai rédigé des mémoires avec beaucoup de notes en bas de page parce qu'on aime beaucoup ça dans le milieu universitaire. Et aussi, j'avais aussi à cœur de... En fait, je suis un grand collectionneur de presse, de documentaires musicaux. Et notamment ma vie de 6 ans à Manchester, au milieu des années 2010, ça a fait que moi qui aime beaucoup les documentaires sur la musique, etc., et la BBC étant une mine d'or, en fait j'ai regardé beaucoup les trucs de la BBC et je suis allé récupérer ça. Et donc j'avais à cœur aussi pour les gens que ça intéresse, de mettre la source d'où ça provenait pour qu'ils puissent éventuellement y aller. Et vu que c'est pas des choses qui ont été forcément diffusées en France et qui n'existaient pas, j'étais content de transmettre ce corpus-là à un public français. Et c'était également très important pour nous, je blague en disant qu'il y a trop de notes de bas de page, mais c'est encore une fois preuve de vrai talent de la part de notre éditeur Playlist Society, parce que on voulait faire un livre accessible, on voulait faire un livre tout simplement à l'image de la musique du groupe, c'est-à-dire qui parle à tout le monde. Or, cette histoire à raconter, elle mélange
des thèmes qui sont pas forcément accessibles à tout le monde, c'est-à-dire la politique, c'est-à-dire le football. Même des références musicales. Voilà, et même des références musicales. Et c'était important pour nous de ne pas être snob. Et du coup, très très beau boulot, encore une fois, de la part de Benjamin, qui nous a fait remarquer, qui nous a dit, attendez, là, vous connaissez le sujet, vous connaissez le sujet par cœur. Moi, je vous le dis, ça mérite des petites explications. Donc voilà, encore une fois, chapeau à Playlist Society pour ça. Parce que c'est très important de le dire. C'est un livre qui parle de politique, qui parle de football, mais qui parle avant tout de musique. Absolument. Et s'appelle Oasis ou la revanche des ploucs. Il est paru aux éditions Playlist Society, livre que vous avez coécrit Benjamin Durand et Nico Pratt. Merci beaucoup à tous les deux. Merci beaucoup, merci à toi et merci au Jardin du Luxembourg. Et au bar qui nous accueille ensuite. Et à Gérard Larcher. Big up Gérard. Voilà, c'était Ce qui se lit, un podcast de librairie Le Fayère à Rennes réalisé par Arnaud Vasmer. À bientôt.